bien le bonsoir. Quel plaisir de venir à votre rencontre, comme chaque dimanche soir en seconde partie de soirée, pour vous ouvrir les grandes portes de notre studio 1 de Culture Club pour provoquer une nouvelle soirée de débat. Et ce soir, nous nous intéresserons et nous reviendrons principalement sur cet événement qui a fait couler beaucoup d'encre pendant ces dernières 48 heures, à savoir l'IDD, Italian Design Day, qui se passe justement dans un lieu superbe, écrasé de lumière, comme le disait un certain Jean Sénac, à savoir le MAMA, le musée d'art moderne et contemporain d'Alger. Quand le design italien rencontre et provoque justement des résidences de création et de confrontation d'idées, eh bien nous en parlerons tout au long de l'émission de ce soir à travers vos questions et vos réactions sur cultureclub@entv.dz. Donc, quand le design italien rencontre le design algérien, tout au long de l'émission de ce soir, sur ce plateau, nous avons décidé de recevoir pour la deuxième fois, parce que c'est la deuxième fois qu'elle est non seulement, à travers sa formation, mais également sa passion, architecte et designer, mais également la commissaire de cette deuxième édition du design italien. Il s'agit de Fadi El Gassimi et Seham. Bonsoir. Bonsoir. Quel plaisir de vous avoir sur notre plateau, ma chère amie. Alors, j'imagine que ceux qui nous regardent doivent se dire qu'a apporté cette deuxième édition. Qu'en est-il de la participation de ces jeunes designers? Quelles sont les opportunités, justement les perspectives que donne cette deuxième édition? Eh bien, nous en parlerons tout au long de l'émission avec vous, et bien sûr, à travers d'autres questions qui nous parviendront à travers la réaction de nos téléspectateurs. Pour la rencontre de ce soir, nous aurons également à écouter le discours de notre deuxième invité, qui est le représentant de l'ambassade d'Italie. Il s'agit de Giulio Bolafi. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Merci. Bien avant le début de l'émission de ce soir, je vous posais la question, parce que vous êtes ici en Algérie depuis pratiquement moins de 2 ans en tout cas. Vous me disiez l'approche a été plus historique et littéraire. Vous avez approché l'Algérie donc justement à travers les livres d'histoire, de littérature et de poésie. Mais quel est votre regard donc justement dans ces univers pluriels de nos designers? Eh bien, vous répondrez à cette question et bien d'autres tout au long de l'émission. On a également eu le plaisir de l'avoir sur notre plateau, du moins à chaque fois qu'elle a été d'actualité, sans pour autant le justifier. Il s'agit de notre troisième interlocutrice, qui n'est autre que Nabila Kalash. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. À travers justement votre approche et votre réalisation, c'est le petit tabouret, le klissi comme on l'appelait donc à l'époque. C'est un peu la tradition, ce patrimoine immatériel que vous avez voulu immortaliser à travers ce petit tabouret sur lequel nous reviendrons tout au long de l'émission de ce soir. Ça s'appelle Chichi. Merci en tout cas d'être avec nous ce soir. Quatrième invité, lui est professeur à l'école supérieure des beaux-arts d'Alger. J'ai eu à pratiquer des rencontres justement avec lui autour de l'art et du design il y a un peu plus de 20 ans de cela, et cela ne rajeunit guère l'animateur que je suis. Mohamed Yahi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Donc justement vous avez organisé avec un grand designer mondialement connu les ateliers de céramique lors de l'organisation de cette deuxième édition du design algérien. Dans quel questionnement, dans quel univers et dans quelle réalisation sont aujourd'hui donc justement nos designers? N'y a-t-il pas une forme de frustration parce qu'on a écouté également les revendications de nos jeunes étudiants de l'école supérieure des beaux-arts d'Alger qui nous disaient en ces termes-là, entre ce qui se passe hors de nos frontières et aujourd'hui, il y a une Méditerranée qui nous sépare. Et la Méditerranée va nous réunir encore une fois ce soir à travers le prix justement du design sur lequel nous reviendrons un peu plus tard. Merci d'être avec nous, Mohamed Yahi. Et puis pour conjurer le mauvais sort à travers cette Méditerranée houleuse, mais également signe de dialogue et d'échange, nous avons le plaisir de recevoir comme cinquième invité Mouna Boumaza. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Merci. Vous avez travaillé donc justement sur les déchets, le pourquoi du comment de cette approche-là. Eh bien, nous allons en parler tout au long de l'émission. Merci d'être avec nous ce soir. L'IDD, je le rappelle encore une fois, Italian Design Day. Il en est question donc justement, questions, réactions et suggestions. Donc notre adresse cultureclub@entv.dz. Rebonsoir Fadi El Gassimi. Bonsoir. Alors parlez-moi donc justement, vous êtes pour la deuxième fois, je le disais au sommaire de l'émission, la commissaire de cet événement, grand événement, donc deuxième édition IDD, Italian Design Day. Qu'est-ce qu'elle a réellement apporté de nouveau? Dans quelle réflexion et dans quelle réalisation ont été nos jeunes ou nos designers? Oui, alors je répondrai d'abord à votre question, mais après il faudrait revenir un peu sur l'organisation de ce qu'est Italian Design Day aujourd'hui. Alors cette deuxième édition est assez particulière parce que d'abord elle répond à un thème central qui est la durabilité.
Un thème qui, à mon sens, va encore faire pas mal son petit bout de chemin, puisque en 2019, la Triennale de Milan s'annonce sous le même spectre, qui est la durabilité. En 2020, à Dubaï aussi annonce les grands changements par rapport à une grande exposition universelle, par rapport à la durabilité. Donc, Italian Design Day, déjà, commence par ce biais. Notre ami Giulio Bolaffi va vous expliquer un peu, puisque ce sont eux les organisateurs, l'ambassade d'Italie et l'Institut culturel italien, qui sont les organisateurs en Algérie d'Italian Design Day, puisque cette journée mondialement célébrée est célébrée dans 100 pays. Donc, à chaque mission diplomatique, qui est un peu le chef de file dans le pays concerné. Pour ce qui nous concerne, nous, c'est l'Algérie. Effectivement, on m'a confié pour la seconde fois cette mission qui m'a très honorée, en fait, d'être commissaire. Mais cette année, par rapport à la précédente, ça a été assez spécial dans le sens où on ne peut pas appeler ça, on ne peut pas dire qu'il s'agit que d'une exposition. Moi, j'ai l'impression que ça ressemblait plus à un festival, puisqu'il y avait plusieurs comment dire, activités tout autour, à savoir les workshops et les conférences qui ont été organisées au niveau de l'École supérieure des Beaux-Arts, donc 2-3 jours avant le vernissage de l'expo. Cette année également, il y a eu la venue d'un ambassadeur du design, ce qui est très important puisque la Triennale de Milan a envoyé donc un représentant officiel du design italien en Algérie, donc qui nous a honoré avec une très belle conférence le jour du vernissage. Mais surtout aussi, c'est les nouvelles, on va dire, cette collaboration italienne-algérienne où on a vu beaucoup de jeunes exposer. Collaboration, échange et confrontation d'idées. Énormément, voilà. énormément. Et c'est en fait, ça a été un peu le coup d'envoi pour d'autres collaborations. L'exposition, bien sûr, va prendre fin vers le 10 annoncé, mais je crois qu'elle va être poursuivie jusqu'au 14. 14 avril. 14 avril, oui, absolument. Mais une exposition, c'est vrai que c'est l'occasion pour se confronter par rapport aux avancées que les Italiens et Algériens font dans leur métier. Mais surtout, ça a été l'occasion de faire des collaborations où il y a d'autres projets qui sont entrevus entre-temps. De grande envergure. Hein. Voilà. Donc c'était juste l'occasion donc justement d'ouvrir de nouvelles voies, de scruter de nouveaux horizons à travers, encore une fois, le design italien et le design algérien. Qu'en est-il donc justement, Félie El Ghasmi, du design algérien par rapport à ce qui se passe hors de nos frontières? Il y a eu 4 ou 5 événements sur lesquels nous sommes revenus ici même. Mais exactement, la participation algérienne un petit peu partout dans le monde. Dans des expositions à Dubaï, en Afrique du Sud, à Johannesburg. Exactement. Mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui quand il est question de manque terrible d'industrialisation, de visibilité, d'espace entièrement dédié au design? Oui, alors c'est bien que vous souligniez cela, puisque cette année, ce qui est important, enfin en tout cas moi en tant que commissaire, j'avais suggéré l'idée d'inviter des industries créatives pour ce vernissage. Donc nous trouvons par exemple dans la même, ce qui a été aussi bien, il faut le souligner, 3 industries créatives ont accepté donc d'apporter leur concours donc en aidant pour la réalisation des projets de certains designers en les prenant en charge. Entre autres, on a ici Kutch ID représenté par Bouna Moumaza. On a eu ExpoSign qui a pris en charge aussi 2 designers et qui a eu la possibilité d'exposer son propre travail et pourtant il n'est pas dans le domaine du design. Et donc c'est pour montrer un peu et sans oublier Tram Algérie. Ça a été une occasion un peu pour amorcer ce processus de l'intérêt que pourraient avoir les entreprises. On ne parle pas des grandes entreprises. Des entreprises dans ce secteur qui est le design et de pouvoir vraiment commencer à ouvrir un grand débat dans ce domaine, puisque quand on connaît le grand monstre qui est le design italien, en discutant, presque un siècle d'histoire. Absolument. Ouais. Mais quand vous regardez leur histoire, en fait, ce n'est pas les grandes entreprises et les grandes sociétés multinationales qui se sont intéressées au design, mais c'est toutes les petites entreprises tout autour qui ont gravité, qui sont partenaires dans les écoles, qui travaillent avec des designers
designers qui proposent des projets et donc qui deviennent éditeurs. Il y a tout un processus tout autour qui pourrait être un exemple pour l'Algérie, puisqu'aujourd'hui, le thème de design n'est pas, ce n'est pas juste à l'occasion d'IDD qu'on devrait en parler. Il y a 2 ou 3 mois, on en a parlé dans le forum des entreprises à la foire à la SAFEX. Il y a eu plusieurs amorces dans ce sens-là. Et donc, c'est intéressant d'en parler. Sauf que pour l'instant, aujourd'hui, on s'intéresse à la durabilité. Le sujet de l'industrie est un sujet... C'est un terme assez nouveau dans le monde du design chez nous. Hein. C'est 30 ans. Exactement, 30 ans, c'est assez... On n'a que 30 ans d'existence pour les designers. Hein. Mais est-ce qu'on peut réellement parler aujourd'hui d'un véritable débat à travers... Les téléspectateurs le savent que trop bien, lorsque on provoque un débat autour d'une question donnée, l'organisation d'un événement n'est qu'un prétexte, justement, pour aller et aborder de nouvelles questions. Chez nous, donc, justement, à travers l'absence de structure, industrie, diffusion, comment dire, distribution, c'est terrible. Est-ce qu'on peut réellement parler aujourd'hui d'une naissance du design algérien, sachant pertinemment que nous en parlons 1 à 2 fois par an, Falia El Ghasmi? Oui, mais on en parle sur votre plateau, peut-être 2 ou 3 fois par an, mais entre-temps, ceux qui sont vraiment sur le terrain, en tout cas en ce qui me concerne, moi je suis très engagée dans le processus de diffusion et d'en parler un peu autour de moi, avec des industriels, avec des personnes qui sont dans la formation. Mais sont-ils sensibles à toutes ces questions-là? Absolument. Mais moi, je vais vous dire, je suis dans une réflexion très optimiste, pour la simple raison que quand je compare un peu la position du designer il y a 10 ans de ça, en tout cas à ma sortie, en étant diplômée, dire être designer, c'était presque incongru. On ne comprenait pas très bien. On confondait entre décorateur d'intérieur et designer. On confondait entre architecte d'intérieur et designer. Aujourd'hui, déjà, l'appellation, elle est bien assimilée. Sauf qu'il faut absolument continuer à travailler. Et je sais que la conjoncture actuelle par laquelle passe le pays, à savoir toutes les restrictions d'importation, tout ça, sont un climat favorable à l'émergence de cette profession. Moi, j'encourage énormément les designers à aller vers les entreprises, à aller demander à faire des collaborations, à faire sortir des prototypes. Et c'est comme ça qu'on devient à part entière actif dans la société. Vous parliez d'une thématique provoquée lors de cette 2e édition je vous rappelle encore une fois, du design italien qui rencontre le design algérien. Vous parliez donc, je le rappelle encore une fois, de durabilité. Mais ça reste quand même un terme qui est assez complexe et assez insaisissable aujourd'hui, Falia El Ghasmi. Alors justement, pour la durabilité, bon, c'est bien que vous recentriez le débat autour de ça, puisque c'est l'objet. La durabilité, en fait, pour un designer, ce n'est pas seulement de la, ce n'est pas des travaux manuels. Ce n'est pas, non, on peut parler de durabilité. Certains vont dire ah oui, je vais récupérer des choses et puis revisiter. Mais en fait, il y a toute une démarche beaucoup plus complexe et plus technique chez un designer. Vous allez voir des objets lors des expositions où tous les objets ont été faits dans un souci d'abord de minimiser l'impact sur l'environnement. C'est-à-dire qu'il y a des designers italiens, je vous donne l'exemple de designer italien qui a proposé un kit de cuisine tout en marbre de Carrare. Mais en fait, quand on voit le marbre, on a l'impression que c'est un objet assez luxueux. Mais en réalité, c'est des déchets de grande industrie, de carrières de marbre. Oui. Les designers ont récupéré ça pour en faire des objets d'une subtilité, d'une technicité tellement bien réfléchie que en lui seul, c'est un peu résume en fait l'approche de designer. Vous allez voir des designers algériens qui ont travaillé aussi sur l'approche du patrimoine matériel immatériel. C'est aussi ça la durabilité. Ce n'est pas juste de faire de la récupération, transformation de matière, mais aussi de revoir un peu les origines. Ça, c'est une question très importante pour un designer. Parce que le designer, en fait, ce n'est pas un faiseur de tendance, mais c'est aussi un garant du patrimoine. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se place entre l'artisanat juste
puisque l'artisan est son binôme de prédilection, avec qui il travaille depuis des lustres, et aussi l'industrie avec laquelle il fait des compromis pour expliquer qu'en fait, tous les déchets que vous jetez, nous, on en fait quelque chose. Il y a cette notion esthétique, mais également éthique. Hein. Ah, mais toujours. Voilà, toujours dans l'éthique, c'est un peu l'histoire de ne pas mentir à la société, c'est d'être un peu, c'est l'aspect moral du design. Quand on parle de durabilité, on parle d'éthique, justement, et de dire qu'en fait, on participe indirectement, et si c'est plusieurs individus et plusieurs designers qui participent dans cette démarche, on réduit énormément l'impact sur l'environnement. C'est une manière un peu de montrer à la jeune génération de designers, ou si même les beaucoup plus jeunes qui vont peut-être aller dans cette formation, d'expliquer qu'avec toutes ces matières, voilà ce qu'on peut faire, mais en même temps, ce que faisaient nos grands-mères ou nos grands-pères, ou quand je dis grand-père, je me place en tant que, comment dire, être humain vivant dans une planète Terre. Hein. Sauf que vous et moi sommes dans une forme... on est intergénérationnel. Mais non, mais ce que je veux dire, que ça devient une thématique très urgente. Tout à fait. Préserver l'environnement, c'est dramatique ce qu'on est en train de faire. Vous savez que la durabilité dans le design, c'est ce qu'on appelle l'économie centrale. L'économie centrale, c'est quoi? C'est de réfléchir un peu à l'objet qu'on a devant soi, à réfléchir un peu dans son impact depuis la récolte de la matière donc première, avec laquelle on va utiliser. Je n'ai pas encore parlé de la matière dernière parce qu'elle existe. Ne vous en faites pas, on va provoquer ce débat avec Nabila Kalash et notre ami donc. Et de penser donc au nombre de kilomètres qu'on utilise donc pour arriver à fabriquer cet objet, à l'énergie qu'on consomme, et donc on encourage pour sa fabrication à travailler dans les tissus ruraux ou en tout cas urbains les plus en promiscuité avec la position du designer, géographique, je parle. Donc regardez les choses banales avec un regard inhabituel. Voilà. Qu'est-ce que le design? Grand point d'interrogation. Je le rappelle encore une fois, vos réactions sur cultureclub@untv.dz. Nous allons dire bonsoir à Giulio Bollafi. Bonsoir. Je le rappelle, bonsoir. Vous êtes représentant de l'ambassade d'Italie. C'est la deuxième fois que vous assistez. Donc la première fois, c'était l'année dernière. Et aujourd'hui, et je le rappelle, Italian Design Day. Exactement ça. Parlez-moi de votre premier regard, de votre première approche par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière et les univers de nos designers algériens. Je dois dire tout d'abord que cette année, cette édition a été vraiment un succès. Je remercie encore la commissaire pour l'organisation. On a effectivement eu il y a une énorme évolution par rapport à l'édition de l'année dernière. L'année dernière était plus focalisée sur l'objet industriel, sur montrer un peu ce qu'ils sont les objets connus un peu de l'industrie italienne. On parle de la Vespa, la machine à café, etc. Exactement. Tout ce qui respirait bon l'Italie. Exactement. Mais cette année, on a voulu aller au-delà de ça. Et on est rentré, voilà, on a individué un thème dans un concept. Et surtout, cette année, je dois dire que l'intégration et la contamination qu'on a vue comme résultat au MAMA, c'était quelque chose d'extraordinaire. En plus, on a animé des ateliers aussi à l'école des Beaux-Arts. Et ça, je pense que c'est vraiment ce qu'on voulait faire dans notre projet, que c'est un projet lancé par le ministère des Affaires étrangères italien, dans l'année dédiée à la culture et à la Méditerranée, donc Italie, culture et Méditerranée. C'est vraiment de mettre ensemble les collaborations avec les différents pays, donc c'est des designers italiens, mais c'est aussi des musiciens, des artistes qui vont venir tout au cours de l'année pour travailler avec les locaux et mettre ensemble les expériences pour s'enrichir et pour développer des collaborations. Donc je pense que vraiment, je veux dire, les deux designers qui sont venus ici, Giuseppe et Valentina Rossi. Exactement. Et c'est des noms et pas des moindres du design italien. Oui, des monstres sacrés. Oui, absolument. Aussi Lorenzo Damiani qui était là. Et ils étaient aux États-Unis avant de venir ici. L'année dernière, ils ont dit qu'ils ont beaucoup plus apprécié l'enthousiasme, le dynamisme qu'ils ont trouvé ici. Et vraiment, ils voient qu'il y a une volonté
monter un intérêt, voilà, il y a une dynamique. énergie Et qui les des a- potentialités surtout. Et des potentialités, Voilà. absolument. Donc j'espère, et nous espérons, que l'Italian Design Day, donc, que c'est une initiative un spot, mais que ça va donner quelque chose dans le long terme. Et on peut entamer vraiment des collaborations de long terme avec les écoles, les designers. Et surtout dans la perspective de la triennale de l'année prochaine. Qui aura lieu en Italie. En Italie, à Milan, À la triennale. triennale Ouais, de tout à fait. Milan. Surtout parce que déjà la participation de 2016 de l'Algérie a été vraiment très, Oui. très après, elle était très, Très très, bien appréciée. appréciée en Italie. Donc vraiment, on espère que l'année prochaine, il y aura vraiment... Et cette année, voilà, peut-être qu'il y aura une collaboration avec un suivi de cette... Bien, justement, ça a été ça ma question. Quelles sont les perspectives et les opportunités de nos designers lors de l'organisation de cette deuxième édition? Qu'est-ce qui va réellement se passer après le 14 avril? Bon, nous, on espère voilà, de mettre en place... C'est une ouverture, C'est une opportunité, ouverture, c'est une opportunité. terrible. Déjà, mais c'est l'architecte Lotti qui est venu. Lui, il a mis en place, lui, avec son université, l'université Oui. de Florence, des collaborations. Une grande université de design industriel à Florence. À Florence, déjà des collaborations en Tunisie, au Maroc, et voilà. Donc il Voilà, dit, il est déjà maintenant engagé dans le Maghreb. c'est le moment de l'Algérie. Et on espère vraiment de pouvoir lancer des cours intégrés, et des échanges et de faire venir des projets, de faire venir aussi, je pense, les produits, c'est-à-dire les résultats de ces travaux en Italie, parce que vraiment une des choses que tout le monde a remarqué, c'est vraiment que la qualité des produits et des objets qu'on a vus au MAMA, c'est vraiment un standard. On ne pouvait pas distinguer les produits italiens la réflexion qui nous a beaucoup plu. et l'objet algérien. C'était vraiment des très hautes Ébahis qualités. par les univers de nos designers, Oui, surtout que de ces la derniers bonne sont dans maîtrise. une forme d'anticonformisme, sachant pertinemment que le design italien, entre autres, ou le design dans l'histoire du monde, a traversé plusieurs mouvements. Ouais. Et justement, parlant justement des mouvements, de l'approche, du regard et de la réalisation de nos jeunes designers. Je vais revenir à vous dans quelques instants. On va dire bonsoir à Nabila Kalash, designer. Vous avez participé pour la deuxième fois, je présume, à cette deuxième édition. Alors, quel a été d'abord votre premier sentiment lors justement de cette dernière organisation, la deuxième du nom, je le rappelle encore une fois, où vous avez eu à dialoguer et approcher la tradition et le patrimoine matériel et immatériel par la même occasion à travers la réalisation de ce petit siège que vous avez appelé à travers une thématique qui vous est propre, Chichi, c'est-à-dire assieds-toi. C'est souvent un terme qu'on emploie pour dire à un petit garçon, assieds-toi sur un tout petit tabouret. Parlez-moi donc justement de cela. Bonsoir. J'ai utilisé, en fait, on a eu à travailler sur la notion de durabilité, certes, donc qui était le point principal. Donc j'ai voulu, par mon projet, revisiter la mémoire à travers les objets. Et, mais pourquoi cet objet en particulier, Nabila Kalash? En fait, mon projet, je voulais travailler sur un produit sériel, en fait. Voilà. Ouais. Parce comme on n'a pas d'industrie du design et tout ça, donc je me suis dit, je vais me greffer à une entreprise qui fabrique une cartonnerie, qui fabrique des objets, des stands et même du mobilier. Donc je me suis greffée à cette entreprise-là pour travailler sur un petit mobilier qui allait parler. Donc je voulais que ce soit un mobilier qui parle aux usagers. Et en fait, ce tabouret-là... Qui interpelle, hein, moi, oui, ça interpelle et ça titille un ça peu leur notre... parle. Je veux dire, Tout à fait. il est reconnaissable. Et on le trouvait dans tous les foyers algériens. Et vous l'avez reproduit à l'identique. Je l'ai reproduit à l'identique parce que mon intervention ne se situait pas au niveau de la forme, Tout à fait. de l'esthétique ou de quoi que ce soit, mais enfin, je veux dire, apporter quelque chose de nouveau à un mobilier, mais c'était surtout par rapport à la technique que j'allais utiliser, qui était celle du pliage et de l'assemblage, et dans un nouveau matériau, qui est le carton ondulé, et surtout pour aussi, déjà par le carton ondulé, on reste dans le respect de l'environnement. Donc c'est un matériau qui est renouvelable, recyclable, durable et sans colle. Voilà. Tout à fait. Donc j'ai essayé de rester un petit peu dans la thématique, dans un premier temps avec Chichi. Et avec TN18, là j'ai un petit peu viré vers le côté un peu où j'ai travaillé un petit peu à l'épuration de ce modèle-là dans un autre matériau avec la collaboration et
de l'entreprise Coach ID qui a été le partenaire, le collaborateur. On peut réellement parler aujourd'hui de la présence d'un véritable mouvement de designers algériens depuis une trentaine d'années. Question que nous avons justement développée avec Feriel Guesmi en début d'émission, vu l'absence de structure, d'industrie, de diffusion, mais également de distribution. Comment est-ce que vous, en tant que créatrice, vous vivez cette situation au quotidien ? Ben, je pense qu'on n'est pas les premiers, il y a eu des aînés. Ça s'est fait d'une manière un peu fractionnée, donc il y a eu les aînés qui ont été là, ça, on n'est vraiment pas les premiers. Hein. Donc ça s'est fait d'une manière juste un peu irrégulière au début et un peu plus régulière. Donc on est en train d'écrire cette histoire-là, l'histoire du design en Algérie, on peut mettre design entre guillemets, on arrive aux petites industries, on y arrive doucement. Mais on est en train de l'écrire, cette histoire, à travers plusieurs designers, plusieurs générations. Elle est en train de s'écrire. Il y a une véritable force économique importante, encore malheureusement non exploitée, hein, concernant justement le design algérien. Parlez-moi donc justement de votre discours vis-à-vis de cette entreprise qui a soutenu ce projet de réalisation. J'aimerais bien vous entendre. Il y a eu des difficultés. Il y a eu des difficultés parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler ensemble, voilà, les industries et les designers, mais c'est des erreurs à corriger, c'est mettre en place une manière de travailler avec les entreprises. En fait, il y a une coupure, on n'existe pas sur le marché, les entreprises ne nous font pas appel, mais cette collaboration-là doit se faire d'une manière ou d'une autre. Tous les acteurs doivent se mettre en connexion maintenant. Je pense qu'avec cette exposition, il y a des choses qui peuvent... il y a des... comment dire, ça va révéler les problèmes. C'est en fait ce projet-là. Nous en parlons depuis oui, bien longtemps. Mais Nabila Kalash. on n'y était pas. Enfin, on est comment dire, on est séparés. Voilà, l'entreprise d'un côté, tous les acteurs vivent chacun leurs petits problèmes et on n'est pas en connexion. Là, on va essayer de mettre tous les acteurs ensemble et faire en sorte de travailler ensemble, comme on a fait par exemple avec Mouna qui est designer, mais qui est aussi une entreprise et avec laquelle il y a eu une connexion. Donc voilà, donc c'est déjà ça. J'aimerais bien vous entendre justement sur ce point, Mouna Boumaza. Moi, je rejoins parfaitement ce que Nabila vient de dire. Et je remercie Feriel qui nous a justement permis de nous connecter avec des designers autres que les designers de notre équipe. Hein. Donc en fait, nous, on est une agence de design, on est un atelier de production de meubles, on fait des agencements. Et l'idée justement de travailler avec des designers externes a représenté pour nous une réelle aventure dans le sens où ça a enrichi un petit peu notre approche et ça a concrétisé en même temps une envie qu'on avait depuis bien longtemps justement de faire appel à des designers externes pour justement essayer de mettre en place une collaboration future. Et nous, l'idée, justement, c'est de nous placer en tant qu'éditeur de meubles. Et cette première expérience a mis le doigt, justement, sur des petits dysfonctionnements, des petits problèmes sur lesquels on va travailler à l'avenir pour, justement, que ça soit beaucoup plus fluide et pour que la collaboration aboutit à de réels projets, un réel mobilier, à une édition de mobilier en série dédiée à la consommation algérienne, c'est-à-dire des mobiliers qui parlent justement à l'Algérien, qui répondent aux besoins de l'Algérien et au code de vie finalement de l'Algérien. J'aimerais également avoir votre avis, et donc Nabila Kalash, mais également vous, Feriel Boumaza, sur le rapport... Mouna Boumaza. N'oubliez pas, c'était Feriel Guesmi Siham. N'oubliez pas, question réaction cultureclub@20tv.dz sur le rapport que vous entretenez donc justement avec les artisans. J'ai souvent entendu parler de cette aventure humaine qu'on partage aujourd'hui, vu le manque terrible d'industrie qui s'intéresse donc justement au design. Mouna Boumaza. Donc en fait, nous, si vous voulez, on a notre propre équipe d'ébénistes en interne.
Alors au jour d'aujourd'hui, il nous arrive de travailler avec des artisans, notamment sur des parties comme le cuivre, le cuir, tout ça, mais on a encore un peu de mal. Hein. C'est-à-dire que c'est pas encore quelque chose qui est bien organisé. Il y a par moment un problème de matières premières. Il y a des soucis aussi au niveau des machines. Donc là, on a un petit peu de difficulté à ce niveau-là. Nabila Kalash, rapport artisan, designer. C'est un rapport conflictuel ou plus ou moins serein, donc justement ce dialogue entre les deux? Pour le moment, moi je touche du bois, j'ai toujours eu de bons rapports avec les artisans. Ouais. Voilà. De toute façon, c'est une contrainte en tant que designer, hein, je veux dire, qui sommes. On a une contrainte, c'est de travailler qu'avec des artisans la majeure partie du temps. Hein. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise chose, c'est une très bonne chose. Ce qui fait que le rapport ça devient comment dire, le travail on fait de la contrainte un outil, une force. Voilà. Donc on l'utilise et on avance avec. Voilà. Est-ce qu'on peut réellement dire, Felial Gassimi, que le design a redynamisé le secteur de l'artisanat ou est-ce le contraire? Disons que l'artisanat algérien se porte très bien tout seul déjà. Il ne faut pas dire que c'est le designer qui redynamise l'artisanat, puisqu'il y a... Enfin, les goûts, c'est un peu pour tout le monde. On ne peut pas obliger certaines personnes à se pencher beaucoup plus sur le projet design. Mais le design, je vous entendais poser cette question pour l'artisanat, pour les industries créatives et tout. Enfin, là, maintenant, je parle en tant que designer. Hein, je ne vais pas parler en tant que commissaire d'exposition. Enfin, moi, c'est une question sur laquelle moi j'avais fait le tour depuis un bon bout de temps. Et effectivement, je m'aperçois que par rapport à il y a quelques années, il y a de plus en plus de bons artisans. Oui. On a plus de facilité à trouver de bons artisans, alors qu'il y a quelques années, c'était un peu... Donc, je confirme que finalement, même le secteur de l'artisanat a fait une belle avancée, ce qui permet aux designers, parce qu'il faut bien comprendre que pour passer sur un projet, l'idée de réaliser un prototype passe inévitablement par un artisan. Et après, on peut vraiment corriger les imperfections pour passer à l'industriel. Cette édition, cette année, ce qui est important et ma plus grande satisfaction, c'est d'avoir ces industries, cette connexion entre les industries créatives et les designers. Ce qui me permet de croire que des futurs projets, comme vient d'annoncer Mouna Boumaza, du secteur d'édition, tout ça est possible. Et vous savez ce qui va se passer. Il va y avoir un effet de leitmotiv et peut-être que d'autres industries vont s'intéresser au modèle de Kutch, mais bon, chacun après le modèle qu'il donne. Ça va permettre en tout cas aux designers de trouver une adresse d'édition, une adresse de réalisation, une adresse de prise en charge. Il faut bien comprendre que les designers, certains n'arrivent pas à s'exprimer, à montrer leurs projets. Et certains, par exemple, ont participé pour la première fois à IDD, Italian Design, je le rappelle encore une fois, au MAMA, une véritable révélation. C'était une révélation, mais il faut bien comprendre ce qu'on n'a pas dit, qu'il y a eu un appel à candidature. J'allais le dire. Ah oui, voilà, il y a eu un appel à candidature. Et le nombre était très important par rapport à l'année dernière. Oui, il y a eu beaucoup, et d'ailleurs, à un moment donné, moi-même, je me disais, c'est pas possible, comment on va pouvoir rentrer tous ces objets, surtout que il faut bien se recentrer sur l'événement italien, c'est la journée mondiale du design italien. Et on se retrouve quand même avec des œuvres, une présence majoritaire algérienne qu'italienne. Ce qui a été un peu corrigé par la suite, c'est que les designers italiens ont ramené plusieurs objets. On a eu quand même 5 designers qui étaient venus, issus de plusieurs studios de design de Florence et de Milan, et qui ont ramené avec eux plusieurs objets. Donc ça a un peu équilibré l'exposition entre la présence algérienne et italienne. Et chaque œuvre lors de l'organisation de cette deuxième édition était accompagnée d'un message, d'une démarche, j'allais pratiquement dire, éco-responsable. Oui. Quel a été votre message à vous, Nabila Kalash ? Le fait d'utiliser du carton ondulé sans colle, c'est une réponse directe à... On est dans le thème, quoi.
Voilà. On parlait de ce dialogue intergénérationnel. J'imagine que tous ceux qui vous ont approché lors de cette deuxième édition vous ont tenu plusieurs discours, les nostalgiques de l'Algérie ou du moins de cet objet que vous avez créé, et les gens, des jeunes qui n'ont pas plus de 20 ans aujourd'hui, qui se sont reconnus, voire même identifiés à ce petit objet qui n'est autre qu'un petit tabouret. Je suis désolée, mais j'ai voulu tester ce truc-là et ça a marché. Et vraiment, j'ai travaillé sur cet objet un peu exprès. Je savais que ça allait parler, ça allait nous parler. C'est impossible qu'un public ne s'arrête pas sur l'objet, je veux dire, parce que je l'ai fait, mais sur ce tabouret-là. Il a une histoire. Ce tabouret-là, on le faisait avec 2 petites planches, des clous. Et, il y a eu des procédés ancestraux, des teintures naturelles, des tissages traditionnels. Des teintes d'école. Oui, non, ils se sont beaucoup amusés, cette édition très dure. Pendant 2 mois, il faut dire que ça a été monté pendant 2 mois. On a toujours travaillé dans l'urgence parfois. Ah oui, c'était pas évident, parce qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup de personnes qui par auraient pu lâcher au milieu de la route, parce que bon... parce qu'il y a eu l'exigence également. Hein. Oui, l'exigence. Ça a été je pense que non, mais de toute façon, c'est pas pour dévaloriser certains, parce qu'il y avait des jeunes designers que moi, en tant que commissaire, je ne connaissais pas. Donc je ne connaissais pas très bien le résultat auquel on pouvait s'attendre. Il y avait les designers dont je connaissais un peu leur engagement et leur, leur souci du détail dans leur travail, mais je m'attendais aussi à des surprises, parce que les objets ont été réalisés pendant entre 2 mois. Il y a certains qui sont arrivés le matin même du vernissage. Donc ce qui a été marrant, c'est que beaucoup de designers se sont vraiment pris au jeu en faisant en citant Riyad par exemple Aïssaoui, qui a proposé une multitude de luminaires qu'on montait en kit dans une petite valise, donc ça permet de montrer un peu ce qu'on peut faire avec du carton. On cite par exemple Jamel Matari, qui a pris des bassines de Djouzia, de Constantine, et qui les a repris en les revisitant et en faisant de très très belles tables contemporaine. Quand on reparle de Nabila Kalash, vous parlez de son tabouret, mais ce qu'elle ne dit pas aussi, c'est qu'elle propose une très belle installation scénique qui attire l'œil, donc ça donne cet aspect contemporain. Elle suspend un petit carnet qui explique sa démarche. Tout ça avec des matières pauvres à l'origine, c'est-à-dire que mais en réalité, c'est un objet design contemporain. Alors, question-réaction cultureclub@20tv.dz. Messieurs, dames, bonsoir. Vous nous parlez justement de l'organisation des 2e journées du design italien au MAMA. Sachez, il faut-il rappeler aux téléspectateurs que ce sont des œuvres qui sont produites en série limitée. Ce sont des prototypes uniques. Mais monsieur Abeti, il faudrait dire une chose, que tout cela est réservé à une élite, malheureusement. Oui, malheureusement, c'est quand on parle du design en Algérie. Le problème, c'est qu'on n'est pas arrivé à démocratiser les objets. Pourquoi c'est réservé à une élite? Il faut bien comprendre qu'un prototype coûte très très cher à un designer à la réalisation. Bon, pour ceux qui ont la chance pour surpasser ces entraves, il faut parler donc justement aux industries. Ah non, il n'y a pas que ça. Il y a toute une démarche, c'est-à-dire qu'il faut un appui très clair. Il faut vraiment introduire l'objet design dans le marché économique, dans les surfaces commerçantes pour amoindrir le coût. C'est-à-dire que réellement, quand il y a un industriel qui peut s'engager avec un designer pour un objet qui l'intéresse, c'est vrai que le prototype coûte très cher. C'est prototype unique. Mais quand on le développe en 2000 ou 3000 exemplaires, on reprend tout de suite la notion de l'édition, exactement comme dans le livre. Le designer va percevoir des royalties, bien sûr, mais c'est des miettes. Mais le plus intéressant, c'est sa satisfaction de voir son produit dans les voilà, exactement. Milieu, Nabila Kalash, mais également à vous, Mouna, je le rappelle encore une fois, Boumaza, mais c'est une question que je vous pose à vous tous, entre autres, je le rappelle encore une fois, Mohamed Yahi. Alors, question-réaction cultureclub@20tv.dz. Messieurs, dames, bonsoir. Est-ce que le design algérien s'est aujourd'hui affranchi de l'ancrage qu'on appelle aujourd'hui patrimonial? Moi, je peux répondre encore une fois. Moi, je dis oui, complètement. On ne sait pas vraiment. Fali El Ghasmi, non, mais il ne faut pas s'affranchir de l'ancrage patrimonial.
Ouais. On va dire qu'il y a des tendances, il y a des tentations, des envies de s'affranchir, parce qu'à un moment donné, travailler toujours avec le secteur On avait parlé de ce rapport entre l'artisan et le designer. Dans cette expo, c'est vrai qu'il y a des perceptions, c'est vrai qu'il y a des avancées, on a l'impression qu'on commence un peu, il y a certains qui se sont un peu extirpés de cette relation, pas de la relation, en fait de la dépendance de l'artisan, puisque c'est lui les mains savantes, c'est lui qui fabrique, c'est lui qui met en forme l'idée ou le concept du designer. Mais quand on voit certains projets très industriels et très... enfin, bon, je vais laisser Monsieur Yahi. La parole à Mohamed Yahi, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez aussi animé, je rappelle, des ateliers dans l'organisation de cette deuxième édition de céramique avec des monstres sacrés qui sont venus donc justement apporter leur savoir-faire, leur expérience. J'aimerais d'abord vous revenir sur justement ce rapport que nous entretenons aujourd'hui avec le design et surtout cet handicap que rencontre au quotidien la jeune génération de designers. Je crois qu'on en parle depuis tout à l'heure. Je vais revenir sur la dernière question. Justement, la définition du design à un moment donné, c'était une autre vision. Le designer industriel était dans des créneaux très précis. Du design qui doit se faire par rapport à des paramètres liés à l'analyse d'usage, donc liés à l'industrialisation. Ils ont mis de côté justement les artisans. Et à un moment donné, les visions ont changé à partir des années 90. Les designers sont retournés vers les artisans pour travailler avec leur savoir-faire et faire des retranscriptions contemporaines de ce qu'ils pouvaient produire. Donc la question est au contraire, on aimerait bien revenir chez les artisans pour pouvoir travailler dans l'originalité du projet, mais au quotidien et d'une façon contemporaine. Donc ça, c'est très 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 problématique pour nous. Et d'ailleurs, les Italiens, ce qu'ils proposent justement, c'est de revenir à une expérimentation qui va mettre au centre de nos intérêts l'artisanat. D'ailleurs, ils nous ont proposé une démarche qui va dans ce sens, sur la pédagogie, sur aussi la production. Je reviens à la question qui a été traitée tout à l'heure, la problématique que vous avez évoquée de relation entre l'industrie et les créatifs, c'est un très grand problème chez nous. Ouais. Et les designers, qui perdure malheureusement depuis de très longues années. Parce que le problème, c'est que les designers travaillent dans la frustration. Comme vous l'avez remarqué, souvent ils travaillent par rapport à des occasions, des événements important, mais à l'occasion d'événements, le reste du temps, dans le quotidien, c'est assez compliqué. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de lien entre l'univers industriel et l'univers des concepteurs. Il devrait y avoir ces ponts et on n'arrive pas à savoir comment y remédier. Comment les créer. Et le subterfuge, en fait, c'est qu'à travers notre métier, qui est aussi l'architecture et l'espace, c'est toujours pour nous une occasion de créer des objets pour des projets spécifiques. Donc là, on travaille aussi avec des artisans pour produire au quotidien des objets, mais comme vous avez dit, des objets uniques pour un projet spécifique. Limité, qui s'adresse plus aujourd'hui à une élite, entre parenthèses. Parfois une élite, parfois tout simplement il répond aux impératifs d'un projet. Un projet qu'on a conçu dans sa globalité, où on est contraint de dessiner le moindre détail. Et là, c'est l'occasion pour nous d'expérimenter la perception et la vision d'un designer, en essayant de travailler justement, de faire travailler les artisans. Et j'imagine que c'est une question qui vous sera certainement, qui vous est adressée. C'est Yassine de Paris, Yassine Mouati de Paris, qui nous dit: parlez-moi, monsieur, s'il vous plaît, j'ai envie de vous entendre parler de ce design utile, ce design en perpétuelle mutation. Où est-ce qu'on en est chez nous? Je crois que la démonstration du design utile vient d'être faite à l'occasion de cette manifestation. Oui. Quand on parle de design, le thème de design de durabilité, ou on peut l'appeler aussi design responsable, c'est justement de revenir à ces paramètres-là qui font que du design quelque chose qui est lié certes quelque part à une esthétique, mais en fait qui doit avoir une intelligence supérieure pour pouvoir l'interpréter différemment, dans le sens où il doit être repensé, recyclé, redéfini sans faire de dégâts autour. Et là, si on est en plein dedans, dans l'expérimentation de cette exposition, va en plein dans ce sens-là. Donc impossible pour nous de parler aujourd'hui d'un boom industriel, même local? L'idéal pour nous, c'est ça. Mais là, il faudrait tout un processus qui parfois est endogène à nos capacités. Ouais. Où je peux vous citer un seul exemple. Pour les designers, l'histoire de la propriété intellectuelle, déjà, c'est très significatif. Il faudrait quand même assurer
aux créateurs de préserver leurs objets, parce qu'il faut dire les choses comme ça. Chez nous, on peut reprendre n'importe quel objet à n'importe quel moment d'Internet et le reproduire, alors que vous passez énormément de temps pour la conception, pour la réalisation d'un prototype, ça coûte très cher. Donc ça décourage les concepteurs de travailler dans ce sens. Il faudrait tout un cadre qui permet aux concepteurs d'être sur la place. Et ça commence à l'école d'ailleurs. Ailleurs, il y a ce pont, il y a cette interactivité. Oui, hors de nos frontières, on a souvent parlé du design industriel, hein, quand on parlait donc justement de l'histoire de l'Italie à travers ces plusieurs mouvements, mais on a rarement parlé du design d'auteur chez nous. C'est très rare. Ben si, pourquoi on n'en parle pas? On est dans le design d'auteur. Aujourd'hui, oui, on ne fait que du design d'auteur. C'est plutôt ça. C'est design d'auteur. Ben oui. C'est ça. Pardon, je voulais rebondir sur la partie Mouna Boumaza. Mouna, que dis-je? J'y arriverai. Mouna. Donc par rapport aux industries, donc en fait, moi, si vous voulez, j'ai un peu une double casquette. Hein. Donc j'ai la casquette de designer et j'ai la casquette aussi de chef d'entreprise, donc industriel. Donc en fait, je voulais vous dire que nous, en tant qu'industrie, on a aussi beaucoup de mal, si vous voulez, à propulser des produits, à propulser des designers, à éditer des produits. Nous, ça fait déjà plus d'une année qu'on essaie de travailler et de mettre en place ce projet, mais on n'y arrive pas encore. Il y a des soucis au niveau de la matière. C'est plus financier qu'autre chose. C'est un environnement qui ne répond pas aujourd'hui. C'est un tout. Alors en fait, oui, bien sûr, il y a l'aspect financier qui a un rôle décisif là-dessus, parce qu'il faut avoir une trésorerie, il faut avoir les reins solides pour investir dans un tel projet. Il y a la partie aussi matière première, il y a la partie aussi accès au foncier, développement, aide aux jeunes entreprises. Donc en fait, il y a tout un environnement qui, pour le moment, si vous voulez, ne favorise pas les jeunes entreprises comme nous qui aimeraient se placer en tant qu'éditeurs, de vraiment aller au bout de ce projet. Alors, d'autres questions. Le design, faut-il le rappeler, messieurs, dames, qu'il est là pour défier les questions environnementale, parce qu'on parlait de durabilité tout à l'heure, énergétique en réhabilitant la matière. J'ai bien envie d'avoir votre point de vue justement et ce discours que vous avez tenu à vos étudiants lors de l'organisation de cette deuxième journée, lors de ces ateliers, donc justement avec le prix Méditerranée sur lequel nous allons revenir dans quelques instants. Mohamed Yahi. Ça, pour nous, ça a été une très bonne expérience sur le plan pédagogique et sur le plan aussi de la pratique de cette perception, de cette centre de vue sur le design. C'était en parallèle avec l'exposition et ça reste aussi sur l'idée d'un design responsable. Mais là, la thématique a changé. On a parlé de Méditerranée comme mer du milieu. L'entre-deux. L'entre-deux. Donc actuellement, malheureusement, c'est une région qui connaît énormément de tragédies. Ouais. Mais par le passé, et même maintenant... Ces brûleurs de frontières, ces halagas qui meurent au quotidien. Absolument. Mais on peut également lui apporter à notre regard celui le balcon qui donne sur l'échange et le dialogue. Comme elle a toujours été une mer de rencontre. Tout à fait. Rencontre l'autre, l'échange avec l'autre. Donc, ça a été appelé design de rencontre. Ça a été appelé design de rencontre. La thématique tournait autour de la création d'un objet qui était en fait une assiette. Et comme je cite le designer italien Ettore Stossat qui disait qu'un petit objet en céramique peut aussi avoir contenir et être chargé de sensations et être chargé aussi de vécu et de sens et de valeurs. Donc on est parti sur ce principe. Le travail s'est effectué autour de la mise en œuvre d'un traitement graphique autour d'une assiette. L'assiette qui a tellement voyagé entre les rives de la Méditerranée. Donc c'était ça. Mais dans la symbolique. C'était ça la symbolique. Mais pas sur le paramètre assiette, ustensile de cuisine, c'est plutôt un véhicule multiculturel, interculturel en fait, qui était là pour la thématique pour les étudiants. Et le travail consistait à tout simplement créer un graphisme sur l'assiette, à connotation philosophique bien sûr, qui pouvait développer cette notion de rencontre comme idée philosophique. Et on a eu une très bonne expérience dans les échanges avec le professeur Giuseppe Lotti avec Valentina. C'était une très bonne expérience sur la perception pédagogique et les relations avec l'étudiant.
à ce niveau-là, ça a amusé D'ailleurs, tout le monde. il a beaucoup aimé, ils ont beaucoup aimé cette approche avec l'école. Il faut juste souligner que ce projet est le projet de Giuseppe Lotti, qu'il est en train de monter avec l'école de Sousse, Tunisie, l'école de Casablanca, Med Méditerranée et l'école de Florence et celle d'Alger. Donc ces 4 écoles ont travaillé sur le même projet et ce sera une exposition itinérante. Donc ils vont sélectionner dans chaque pays un projet intéressant et ils vont le faire avec un artisan du pays pour pouvoir être exposé à l'occasion de... Ben justement, c'est Ettore Sottsass qui disait « Faire du design ne signifie pas donner une forme à un produit plus ou moins stupide pour une industrie plus ou moins luxueuse. Pour moi, le design est une façon de débattre de la vie, tout simplement. » Question-réaction, cultureclub@entv.dz. Parlez-moi de ces nouvelles perspectives qui se dessinent, Fadi El Gasmi. Eh ben, déjà, la première qui est importante à mes yeux, c'est qu'on est en train de travailler sur un très beau livre qui va sortir à l'occasion de cette exposition et qui va être normalement réalisé à Florence. Donc ça va être vraiment un livre-objet qui va un peu retracer toutes les choses qui ont été faites à l'école, au musée, les croquis d'approche, les petits textes de réflexion des designers. Donc c'est vraiment un projet qui va mettre en exergue comment dire, tous les ponts qui se sont tissés entre l'Italie et l'Algérie. Dans un milieu universitaire, donc je pense que ce sera un bel ouvrage. Nous, ici en Algérie, je pense qu'on a discuté avec Giuseppe Lotti et toute son équipe, je pense qu'ils reviendront pour rétablir encore d'autres projets. Pour l'instant, on est dans cette envie de faire cela, mais en tout cas, ce qui est sûr, je pense que ça va se faire avant la fin de l'année. Et on est vraiment dans une réflexion autre que d'exposer cette fois-ci. Réellement monter des projets collaboratifs qui risquent de voyager et de montrer un peu tous ces liens qu'il y a entre l'Italie et l'Algérie à travers le design. Et que la Méditerranée soit un espace de dialogue, d'échange et de confrontation d'idées. On a provoqué des questions autour donc, de la relation entre le designer et l'artisan, mais rarement de la relation qui existe entre le designer et l'architecte, donc justement pour embellir ce paysage aujourd'hui urbain et architectural qui est aujourd'hui dans une situation des plus terribles. Est-ce qu'on peut réellement parler d'une relation aujourd'hui, d'un véritable débat entre les designers et les architectes? Déjà, vous qui êtes non seulement designer, mais également architecte. Déjà, le design lui-même est né, prend sa naissance chez les plus grands architectes. On peut pas. Chose qu'on enseignait à l'école des Beaux-Arts il y a à peu près une trentaine d'années. L'histoire même du design, quand vous voyez. Non, je parlais de réalisation au quotidien pour embellir aujourd'hui notre paysage architectural et urbanistique. En fait, pour vous. Excusez-moi, allez-y. Juste pour dire que. En 2015, c'était un peu le début de toute l'histoire. On avait organisé à l'ambassade ce qu'on avait appelé les ateliers de la beauté. Et en fait, ils touchaient exactement sur ces thèmes. C'était 3 ateliers sur l'urbanisme, sur le design et sur l'architecture, et qu'on espère de relancer aussi. Qui va être lancé à la fin du... Mais on ne veut pas encore rien dire parce qu'on est en train de les monter. Donc aussi d'organiser un événement à la fin de cette... pour clôturer l'exposition. Pour clôturer l'exposition autour de l'urbanisme et de la durabilité, toujours. Donc, essayer de trouver, même d'élargir un peu avec l'aspect de la beauté, de l'esthétique. Exactement, parce que les choses marchent ensemble, effectivement. Et c'est important de les mettre ensemble. De les faire dialoguer. De les faire dialoguer. Et je voudrais rebondir un peu sur les discours que vous faites. Je pense qu'un aspect essentiel pour les designers algériens, je les regarde en tant qu'Européenne, c'est de pouvoir accéder à ces designs algériens, dans le sens que nous, les Européens, on regarde et on souhaiterait avoir plus d'objets en Europe des designs algériens. Je dis la qualité est exceptionnelle. Donc vraiment un thème, c'est bien sûr le développement de la filière, et sur ça l'Algérie et l'Italie partagent beaucoup d'expériences communes et on est prêt, et sur ça on travaille aussi avec le ministère de l'Industrie pour renforcer ce modèle de filière de la petite et moyenne entreprise, donc les artisans
artisans, l'industrie et celui qui ont les idées, donc les designers. Mais c'est surtout le thème de l'exportation, je pense que c'est très intéressant. Donc j'espère que cette journée va lancer des opportunités de faire voyager les objets algériens, de les faire arriver en Italie et pour les faire connaître et aussi donner d'opportunités. Les produits d'abord chez nous, que nos artistes aient de la visibilité sur l'ensemble du territoire national et d'être après justement à dialoguer à l'international. Ne serions-nous pas dans une forme d'utopie Oui, non, c'est-à-dire que c'est bien, c'est vrai que c'est bien qu'on soit montré à l'international en ayant fait plusieurs expositions à l'international et dans des lieux prestigieux, dont certains étaient présents ici. Honnêtement, c'est vrai que ça apporte en termes de, comment dire, de confrontation avec le design local et de pouvoir à chaque fois se poser plein de questions par rapport aux capacités qu'on a locales. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui en Algérie, en tout cas en ce qui me concerne, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la finalité des choses, c'est vraiment de retrouver ces objets dans les foyers algériens, de les voir vraiment diffusés de manière générale et à des prix très très abordables, puisqu'on est capable d'importer autant de mobilier de Chine voilà, de pièces, mais de piètre qualité, de choses c'est vraiment. Ce que je suis en train de vous dire. C'est qu'en plus ça pollue l'environnement, ça consomme, on traverse des océans, on pollue les ports, on fait plein de choses alors que c'est très simple. Vous savez, on n'est pas obligé d'avoir des grandes multinationales, des grandes marques de mobilier pour exister. Même des petits commerces de proximité de quartier avec une petite collection de mobilier peut faire l'affaire. Ça fait, enfin, voilà. Nabila Kalash. Ce que je voulais dire, si j'ai participé, cette fois-ci, parce qu'en fait, on a fait des expos. Je vous ai dit, ça fait des années quand même qu'on participe à des expos en Algérie et à l'international. Mais si j'ai participé cette fois-ci, c'est pas juste pour une expo vitrine ou une démonstration. C'était vraiment pour démontrer qu'avec un designer algérien, donc un concepteur algérien, qu'on peut répondre, parce que c'est ça aussi le rôle du design, c'est de répondre à des besoins. Tout à fait. Donc on peut répondre par une production nationale, parce que c'est une entreprise algérienne aussi que j'ai utilisée. C'est un défi aujourd'hui, que ce soit Kutch ou que ce soit pour le produit Chichi, qui est un tabouret en carton, j'ai j'ai travaillé avec une entreprise algérienne. Donc mon souci, c'était de montrer qu'on peut gérer un projet de A à Z, c'est une production nationale, faite ici, avec des moyens d'ici, des matériaux d'ici, avec un coût aussi, parce que tout à l'heure vous avez parlé un peu de produits. Le produit en carton, il coûte pas très cher. Donc voilà, c'était juste pour montrer qu'un designer peut travailler avec une entreprise algérienne sur un produit algérien qui ne coûte pas cher. Mohamed Yahi. Il faudrait peut-être prendre la vision sur cette expo sur un autre angle. C'est aussi une démonstration de la part des designers d'un savoir et d'un savoir-faire, à partir de cet exercice de style qui démontre que tout simplement, on a certaines capacités à s'introduire dans certaines formes au niveau de l'architecture, au niveau de l'architecture intérieure, au niveau de l'aménagement des places. On démontre qu'on est capable, ce n'est pas une fin en soi. Mais c'est une démonstration. Et ces jeunes créateurs ne demandent qu'à avoir l'opportunité et les moyens de pouvoir s'exprimer. Ils ont ce savoir et ce savoir-faire qui leur permettent de s'intégrer dans des process, dans l'univers de l'architecture en général. Mais elle nous l'a prouvé, Friel, que dis-je, Mona Boumaza, à travers justement son œuvre qu'elle a réalisée avec des déchets. Absolument. Voilà. Donc en fait, nous, quand on a pris connaissance du thème de cet événement, pour nous, c'était vraiment une bouffée d'air. On était là à l'agence en train de se concerter, en train de se demander mais qu'est-ce qu'on pouvait faire. Puis on avait très très peur d'être hors thème. Donc on se disait avec quels matériaux on allait aborder un petit peu ce futur projet, quel objet, quelle installation. Donc on s'est posé beaucoup de questions. Et puis en échangeant dans notre équipe, donc on s'est dit recyclons notre déchet. Et notre déchet premier est bien sûr la sciure de bois.
Et puis de là est né un petit peu ce projet. Et puis après, on a essayé d'aller un peu plus loin au niveau du parti pris esthétique, où on a en fait séparé la sciure du bois de chêne, la sciure du bois, sapelli, plusieurs essences de bois. Exactement. Et puis après, on a travaillé un petit peu la forme. On s'est dit, on va essayer de rappeler un petit peu les galets, la barque, rester un petit peu dans le naturel, on va dire, de par le matériau. La Méditerranée, voilà, vous faites absolument. Pratiquement deux. Tout à fait, c'est ça. Ouais. Et puis de par le matériau, mais aussi l'intervention plastique, si je peux dire. Et c'est comme ça qu'est né un petit peu ce projet. On a beaucoup parlé au sein de l'équipe. Et c'était vraiment très agréable d'unir tout le monde autour de ce projet. Et ça a permis à chacun de s'exprimer. Et puis après, au niveau de la réalisation, absolument. Ouais. Et après, même au niveau de la réalisation, il faut savoir que chaque suspension a été réalisée par un membre de l'équipe. C'était vraiment la récréation. Donc on était là à travailler. Puis il est midi, c'est la pause. Allez, on va aller faire un luminaire. On va commencer à mélanger un petit peu notre sciure avec nos clients pour le banc. On n'a pas que du pétrole, on a aussi du talent. Oui. Faut-il aussi le dire. Dernière question à vous, Feriel, mais également donc à Giulio Bufalo. Parlez-moi. Bob, que dis-je Bolafi. Voilà, donc le représentant de l'ambassade d'Italie. Le prix, donc justement Méditerranée, qui est symbolisé, je pense, par un bol. En fait, c'est le prix Méditerranée de la paix. C'est le projet que Giuseppe Lotti, invité par l'ambassade d'Italie et l'Institut culturel dans le cadre d'IDD, puisqu'il venait avec les designers, puisqu'en fait, Giuseppe Lotti est le co-commissaire de l'exposition italienne. J'étais moi-même en contact permanent avant le vernissage, et l'idée était partie de lui dire, puisque tu viens à Alger, au lieu de venir que pour l'expo, et lui, en fait, était venu il y a 2 ou 3 ans déjà. Oui, et ça faisait longtemps qu'il voulait faire un projet avec l'école d'Alger. Je lui ai dit, c'est le moment d'en profiter. Donc, l'Institut culturel italien et l'ambassade a vraiment apprécié cette idée. Et donc, l'idée est venue. Ils ont travaillé ensemble avec Monsieur Kouache aussi, qu'il faut ne pas oublier, qui est avec Monsieur Yahi, avec une 15aine d'étudiants. Donc, ils ont arrêté leurs cours et tout, je crois. Et il a fait, en annonçant ses ateliers, une très belle conférence à l'école, où il a un peu expliqué tout le projet. Et puis ce prix méditerranéen, c'est comme je vous le disais, il va faire l'objet d'une exposition itinérante. Et on ne sait pas à ce jour qui est l'heureux Ça prononcé par Mohamed Yahi. Concernant l'assiette, parler de ces détails qui peuvent paraître insignifiants. Toujours la symbolique. Voilà, lui disait que l'assiette pour lui, cette céramique, il fallait chercher là